Manuel Valls, nous sommes rejoints par Dominique Rizet, notre spécialiste justice et police, ici à BFM TV. Avant qu'il ne vous pose des questions, on va regarder un petit reportage fait par Benoît Lordelot qui va nous rappeler les attaques dont sont victimes les policiers depuis quelques mois. Une voiture de la BAC pulvérisée. Ce 21 février 2013, sur le périphérique parisien, un chauffard de 22 ans en état d'ébriété et sans permis tue volontairement 2 policiers à la suite d'une course-poursuite. Cyril Jeuneste, 40 ans, et son coéquipier Boris Velkel, 32 ans. Un troisième policier présent dans le véhicule est lui grièvement blessé. Ces derniers mois, sur le front d'une délinquance de plus en plus violente, policiers et gendarmes paient un lourd tribut. À Marseille, début mars, un policier est blessé après avoir été violemment heurté par la voiture d'un malfaiteur. Des délinquants qui n'hésitent pas à faire usage d'armes de guerre, comme lors de récentes tentatives de cambriolage à Paris et Marseille, où les policiers ont essuyé des tirs de Kalachnikov. À cela s'ajoutent jets de projectiles, rébellion, outrage. Les forces de l'ordre dénoncent des conditions de travail de plus en plus précaires, avec en moyenne près de 40 blessés par jour. Pour eux, le constat est sans appel. C'est leur uniforme qui est pris pour cible. Oui, donc volontairement, on verra, ça c'est la thèse actuelle de la justice, ils sont poursuivis pour homicide volontaire. On verra ce qu'il en sera ultérieurement. Comment va le policier blessé? Je crois qu'il va mieux, mais son état est toujours très fragile. J'ai eu l'occasion d'aller lui rendre visite et il est entouré par une équipe médicale extraordinaire et évidemment surtout par ses collègues, son épouse et ses 2 enfants qui ont une attitude d'une immense dignité. Dominique, à vous. Monsieur le ministre, insulté, frappé ou comme on vient de le voir, tué par un chauffard, tout ça pour un salaire qui est presque un salaire de misère. Quel intérêt aujourd'hui en France d'être policier? Non, ce n'est pas un salaire de misère. C'est pas un salaire très élevé. Un salaire de fonctionnaire qui n'est pas très élevé au vu des missions et du danger souvent de ces missions. Mais la plupart des policiers ou des gendarmes que je rencontre, après des faits très graves, et je pense aux collègues de ces 2 policiers tués sur le périphérique il y a quelques jours, à ces baqueux, ces hommes et ces femmes de la BAC, ils ne renoncent pas, ils veulent poursuivre. Ils se posent parfois des questions, c'est vrai, sur la nature de leur mission. Mais leur mission, elle est essentielle, c'est assurer l'ordre républicain, c'est protéger les Français, c'est lutter contre les délinquants. Il y a 2 jours, hier, j'ai eu cette jeune ADS, cette jeune policière, adjointe de sécurité de 20 ans, qui a fait face à de très jeunes, 13-14 ans, dans un centre commercial, dans les Yvelines, à Montigny-le-Bretonneux. Souvent les plus violents. À une grande violence, elle et ses 2 collègues. Elle a été blessée, brûlée au visage. Elle a 20 ans. Et je lui ai posé la question, mais est-ce que vous avez envie de continuer? Est-ce que vous avez envie de passer le concours pour devenir policière? Elle n'a pas eu une seule hésitation. Elle m'a dit oui, parce que l'honneur de la police française, c'est de servir l'intérêt général, c'est de servir nos compatriotes pour assurer leur protection. Ma mission, c'est d'assurer la protection des policiers, de faire en sorte que leur travail, leur mission soit utile à la société. Quand je disais salaire de misère, un major à la BAC de Paris, major RUP, c'est-à-dire tout en haut, 2 400 € net. Après 30 ans de service, qui ne travaille que la nuit. Après ce qu'ils font, on pourrait penser... Oui, c'est quand même pas beaucoup. Mais beaucoup de nos fonctionnaires qui accomplissent des tâches essentielles et qui incarnent au fond l'autorité aujourd'hui et depuis des décennies remise en cause. Je pense aux enseignants, je pense aux policiers, aux gendarmes, je pense aux sapeurs-pompiers professionnels, à des agents de service public qui travaillent dans des territoires difficiles. Ils sont effectivement en but à de très grandes difficultés et à la violence de la société. Monsieur le ministre, la question qui revient tout le temps chez les policiers, et vous le savez, c'est à quoi ça sert? À quoi ça sert tout ça? On interpelle, on met à disposition de la justice, et le lendemain, on retrouve les mêmes dehors. Alors, je vous pose la question, à quoi ça sert? D'abord, il y a beaucoup de résultats. Ne l'oublions pas. Dans le démantèlement de trafic de drogue, de réseaux étrangers qui se livrent à la prostitution, à la mendicité, mais aussi au cambriolage. On arrête, on interpelle, et la justice condamne sévèrement. Mais c'est vrai que pour beaucoup de policiers, souvent, il y a le sentiment que la justice une catégorie d'individus, souvent très jeunes, des jeunes majeurs ou des mineurs, qui représentent une petite partie de la population, mais qui participent en revanche à une grande partie de cette délinquance au quotidien, celle de la rue. Cela, on n'a pas une réponse qui ne soit pas seulement une réponse
pénal, mais qui soit tout simplement la efficace. réponse de la société. Efficace. Le jeune qui conduisait le Range Rover, j'allais vous le dire, lui, c'est un multirécidiviste. Ce chauffard, multiréitérant, multirécidiviste, connu dans les rôles, c'est-à-dire dans les fichiers, au fond, de la police pour toute une série d'actes. 20 inscriptions au stick. Quelle réponse ça donne un sentiment d'impuissance? Demain, nous allons réformer la politique pénale avec Christiane Taubira. Donc ça veut dire que nous devons chercher une réponse efficace vis-à-vis de ces jeunes qui, très jeunes, contestent l'autorité de leurs parents, ne l'acceptent pas, contestent l'autorité de l'enseignement, s'en prennent aux policiers, au fond n'ont aucune règle, aucun principe. Et moi je considère que la gauche aujourd'hui au pouvoir a une tâche essentielle. Faire en sorte que l'autorité et la règle soient de nouveau une condition du vivre ensemble. À ce sujet, Emmanuel Valls, je voudrais vous rappeler une phrase qui avait frappé tous les esprits. C'était en 1999, je crois, Jean-Pierre Chevènement, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, avait parlé des sauvageons. Et on a l'impression que rien n'a changé depuis. Oui, il faut même aller plus loin. Moi, je parlerais d'une sauvagerie à l'extrême. Vous savez, quand on jette des parpaings, des barrières contre des forces de l'ordre. Des plaques d'égout depuis le toit des immeubles. Des plaques d'égout quand on s'attaque avec des voitures. Quand on veut tuer, quand il n'y a au fond aucune règle, aucun principe par rapport à l'intégrité physique, au corps de celui à qui on s'en prend. Ça veut bien dire qu'il y a une part de sauvagerie, il y a une violence dans la société. Mais elle ne s'exerce pas uniquement à l'égard des forces de l'ordre. On peut aujourd'hui la constater dans la société. C'est le fruit d'une désintégration d'un certain nombre de quartiers. C'est le fruit aussi des méfaits du trafic de drogue, bien sûr, qui représente des milliards d'euros d'économies souterraines et qui met à mal le pacte social. Comment allez-vous les protéger, vos policiers? Au niveau des moyens, alors ces policiers de la BAC, ils roulaient dans une voiture qui visiblement n'était, et on en a malheureusement la preuve, pas du tout adaptée à leur travail. Aucune voiture n'était adaptée à un choc d'une voiture lancée à 150 ou 160 km. Qu'est-ce qu'on fait pour les voitures de la BAC, par exemple? Mais on va changer cela. C'était prévu déjà, puisque 30 millions d'euros sont prévus pour changer le parc automobile, notamment de ceux qui travaillent dans les conditions les plus difficiles. Il est question de leur donner des méganes aujourd'hui, des méganes, c'est la même chose. Nous avons revu ça, et avec le préfet de police. Il faut qu'ils aient des voitures adaptées. Depuis l'accident, vous avez revu ça? Non, c'était avant. J'avais d'ailleurs eu l'occasion, il y a quelques mois, de passer un long moment avec les policiers de la BAC Nord de Paris. Donc nous avons besoin de leur donner des moyens en termes de voitures, de véhicules, pour qu'ils puissent faire face à cette violence. Les voitures, les armes aussi. Dans les banlieues, ceux qui sont en face d'eux, en face des policiers, en face des gendarmes aussi, sont armés de kalachnikov, de fusils d'assaut. Qu'est-ce qu'on fait? Les policiers, les gendarmes ont des pistolets, parfois un fusil à pompe. Qu'est-ce qu'on fait? Et vous voulez pas qu'on... Moi, je vous pose la question, les policiers avec des kalachnikovs, ça veut dire qu'il faut démanteler ces trafics d'armes qui viennent pour beaucoup des Balkans, des anciens pays de l'ex-Yougoslavie, et qu'il y a besoin d'une coopération que je porte au niveau européen pour être beaucoup plus efficace. Mais c'est vrai. On en trouve tous les jours de ces armes. Regardez, ça c'est un bulletin quotidien, ça c'est le bulletin quotidien de la police nationale. Tous les jours, c'est le compte-rendu de ce qu'on découvre comme armes en France. Il y en a partout. Il y a des millions d'armes en circulation en Europe et en France. Donc nous devons nous attaquer en priorité là aussi parce que c'est lié au trafic de drogue, à ces formes de délinquance. Et tous les jours, on arrive à démanteler ces trafics d'armes et à saisir des armes de guerre. Donc ça veut bien dire que face à nous, nous avons non seulement cette violence que j'évoquais, mais les individus liés au trafic de drogue qui sont particulièrement déterminés. Est-ce que les policiers ne se trouvent pas en situation d'infériorité? Tout de même, après tout, les gendarmes, de leur côté, peuvent ouvrir le feu après sommation. Les policiers, pour ouvrir le feu, doivent attendre d'être mis en difficulté, c'est-à-dire ils ne peuvent ouvrir le feu que pour se protéger. Est-ce que vous envisagez, par exemple, je ne sais pas, c'est une question de Béotien, mais de modifier le protocole d'ouverture du feu, du tir par les policiers? Non, ce n'est pas le choix que nous avons fait avec l'immense majorité des syndicats. C'est un choix que nous avons refusé. La légitime défense, elle existe bien évidemment, mais c'est aussi l'honneur de la police de se comporter de cette manière. Et donc, ils ne veulent pas confondre ce qui est le statut aujourd'hui des policiers et le statut des militaires. Mais ce n'est pas ça qui règle les problèmes que nous sommes en train de débattre. Face à ces jeunes au cœur de ces trafics de drogue, le sujet, c'est de s'attaquer
à la racine du mal. C'est d'ailleurs tout le sens des zones de sécurité prioritaires que nous avons mis en place, s'attaquer au trafic de drogue qui mine notre pacte républicain, s'attaquer au financement de ces trafics de drogue, s'attaquer à cette économie souterraine, remobiliser la société qui aujourd'hui vit de ce trafic de drogue dans un certain nombre de nos quartiers. Ministre, sur le trafic de drogue, justement, ça se passe souvent dans les cités. On ne va pas systématiser, mais ça se passe souvent dans les cités. Tous les ministres de l'Intérieur successifs nous ont affirmé, ils l'ont tous dit, que la police allait partout. Ça n'était pas toujours vrai. Vous êtes aujourd'hui ministre de l'Intérieur. On vous repose la même question. Est-ce que la police va partout? Moi, je considère qu'il n'y a pas de zone de non-droit dans notre pays. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des territoires qui ont été laissés à l'abandon. Je voyais dans la presse du Sud, dans la Provence, un petit clin d'œil pour Olivier Mazerolle, à Marseille, le vendredi. front anti-drogue investit la cité de la Rose. Ça veut bien dire que s'il y a une volonté de reconquête dans un certain nombre de nos quartiers, c'est vrai dans la région de Marseille, c'est vrai à Paris, c'est vrai dans l'agglomération lilloise, c'est vrai dans l'agglomération lyonnaise. Si on parle de reconquête, cela veut bien dire que nous n'avions pas mis les moyens jusqu'à maintenant pour démanteler ces trafics de drogue. Mais il ne suffit pas d'opérations coup de poing, mais justement, ce qui était trop souvent le cas. Il faut travailler dans le temps. Une fois que la reconquête a eu lieu, on abandonne le territoire, qu'est-ce qui se passe? Non, mais il y a un sujet beaucoup plus lourd, au fond, auquel nous devons faire face. C'est que notre système de valeurs s'est inversé. Quand un gamin, souvent mineur, ou une personne qui n'a pas de travail, peut, grâce à une surveillance, ou en ayant ce qu'on appelle ce rôle de nourrice, c'est-à-dire on entrepose chez soi le trafic de drogue, gagner plusieurs centaines d'euros, beaucoup plus que ne gagnent ses parents, il est difficile parfois de lutter contre ces phénomènes. La police, comme la gendarmerie, doivent lutter contre ces trafics de drogue. C'est une coopération aussi internationale que nous menons. Et la coopération entre la France et l'Espagne, de ce point de vue-là, est relativement efficace. Mais ça veut bien dire aussi que la réponse dans ces cités-là, elle doit être également celle de l'État, c'est-à-dire de l'espoir, de l'école, de l'emploi, de la culture, de la rénovation urbaine. Nous avons laissé depuis des années, Olivier Mazerolle, s'installer une ségrégation ethnique due aux effets de l'immigration, une ségrégation territoriale, parce que ça arrangeait tout le monde d'avoir des ghettos urbains, une ségrégation sociale, parce qu'on a entassé des gens en grande pauvreté. Il faut reconstruire. Quand le président de la République parle de redresser le pays, ce n'est pas uniquement sur le plan économique ou industriel, ou du point de vue de ses finances, il y a aussi ces quartiers, ces territoires qui ont été laissés à l'abandon et que nous devons reconquérir. On va parler des habitants de ces quartiers, de ces territoires, très rapidement. Il nous reste 2 minutes. Alors, l'éthique des policiers, peut-être. Ouais, dans l'autre sens, on a parlé du respect des policiers par les citoyens, mais aussi le respect du citoyen par les policiers. Vous savez, le tutoiement, le contrôle au faciès, ces jeunes dans les cités dont vous parlez, qui ne sont pas tous des trafiquants, loin de là, et qu'on contrôle 10 fois par semaine. Alors qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous allez dire aux policiers pour ça? Nous sommes en train d'adopter, et les instances paritaires de la police, mais aussi les représentants des gendarmes, un code de déontologie, c'est la première fois, commun à la police et à la gendarmerie, qui rappelle tout simplement que pour que la police et la gendarmerie soient respectées, pour que les forces de l'ordre soient respectées, elles doivent être aussi respectueuses des citoyens. Et donc, il y aura la proscription, évidemment, du tutoiement, l'obligation du vouvoiement, mais aussi le matricule que chaque gendarme, chaque policier devra arborer, soit sur la tenue, soit sur le brassard quand il est en civil, pour être identifié, notamment au moment des contrôles d'identité. Mais je dis aussi clairement les choses. Évidemment que l'immense majorité des jeunes ou des citoyens de ces quartiers veulent vivre tranquillement. Parce que ce sont eux les premières victimes de la violence. Les jeunes sont les premières victimes du racket. Mais je veux dire aussi que nous avons une police républicaine et que je ne veux pas confondre le cas ou l'attitude d'un certain nombre avec l'attitude républicaine, la déontologie de l'immense majorité de nos policiers. Dernière question, 30 secondes. Concernant le citoyen des villes et la pluie de contraventions qui lui tombe dessus, les citoyens qui disent « moi j'en peux plus des flics, j'en peux plus de la police ». Alors on a récupéré un document qui fait état, qui nous montre regardez, qui nous montre, dans un commissariat de la région parisienne, le nombre d'amendes, ça c'est au mois. Hein. Il y a l'agent qui met 2 timbres amendes, il y a celui qui en met 194, et il y a un commentaire d'un commandant du service qui leur dit les gars, ce serait bien, on va le voir,
Certains en font beaucoup, d'autres très peu, certains aucun. Il faut de la mesure dans toute chose. Il n'est pas normal qu'il y ait de tels écarts. Alors ça, est-ce que c'est normal? Le policier qui met 194 PV et il a un rendement. Et on se dit pendant ce temps-là, il ne s'occupe pas de ceux dont il devrait s'occuper. Qu'est-ce qu'il dit le citoyen? L'activité de la police ne peut pas se résumer au PV. Non, mais les PV, c'est tous les jours, monsieur le ministre. Et nous le savons bien que notamment dans les grandes villes et dans les centres urbains, il faut aussi, et le ministre de l'Intérieur ne va pas dire le contraire, faire en sorte que le stationnement et la circulation soient mais ça pourrit la vie des gens tous les jours. Oui, mais pas de démagogie non plus. Non, mais il faut le dire. Pas de dire. démagogie, parce que les citoyens demandent de la protection et de la police. Et nous avons aussi besoin d'organiser notre espace public. Eh bien justement, merci Dominique. On va passer à la séquence suivante, l'interview de BFM Business avec Edwige Chevrillon qui va vous parler d'argent.